Eh bien, bonjour à tous, bienvenue chez les éconologistes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo et on a l'honneur d'accueillir un invité de marque qui s'appelle Édouard Cotin-Uziol, que vous devez connaître, qui dispose d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les économistes et les hommes, qui est blogueur, qui est docteur en économie et qui a écrit une thèse formidable qui s'appelle une monnaie bancaire et dynamique d'une économie monétaire de production. C'était sa thèse de doctorat et qui est aussi l'auteur d'un formidable petit bouquin qui s'appelle Le néolibéralisme versus État-providence. Alors, aujourd'hui, Édouard est invité par les économistes pour parler de ses pensées sur l'économie. Édouard, c'est à toi. Bonjour Édouard. D'accord. Bonjour, merci pour ta présentation et merci à tous pour votre invitation. Donc, effectivement, j'ai soutenu une thèse en macroéconomie monétaire à l'Université de Limoges il y a quelques années. Et là, j'enseigne actuellement dans une université en Bretagne. Le petit bouquin dont tu as parlé, c'est un débat en fait, entre deux économistes, un qui est plutôt d'obédience post-keynésienne et l'autre qui est plutôt d'obédience néoclassique. La théorie néoclassique, c'est la théorie standard en économie, celle qui est toujours la théorie dominante aujourd'hui. Et les post-keynésiens, c'est un courant plus minoritaire et qui se revendique de l'héritage de Keynes et des successeurs de Keynes. Et donc voilà, ils Bon, ça, discutent sur des sujets comme la question du chômage, de l'inflation, etc. Euh, donc aujourd'hui, dont je pensais vous parler, c'était donc de monnaie endogène, rappeler un peu ce qu'est la monnaie endogène et expliquer pourquoi elle a mis autant de temps à être incorporée dans les théories économiques, puisqu'avant on parlait de monnaie exogène, et donc revenir sur ces différents points-là. Si vous trouvez que je passe trop de temps sur certains points, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas exactement si vous êtes très familier de tous ces concepts. Donc j'ai noté quelques petits points dont j'avais envie de vous parler. Déjà, d'une part, qu'est-ce que c'est que la monnaie endogène? Alors une monnaie endogène, c'est une monnaie dont la quantité est déterminée par les besoins de financement des agents dans l'économie. Donc si les ménages, les entreprises, l'État ont besoin de plus de monnaie, eh bien on pourra en créer plus. Donc le volume de monnaie s'adapte aux demandes de financement de l'économie. Le contraire d'une monnaie endogène, c'est une monnaie exogène, une monnaie qui est déterminée de manière indépendante des décisions des agents économiques. Donc typiquement, un exemple de monnaie exogène, c'est l'or. Si votre économie est basée sur l'or, la quantité de monnaie qui va pouvoir circuler dans votre économie, si on suppose que toutes les transactions se font en or, eh bien, elle sera déterminée par les découvertes d'or. Donc elle est déterminée par le stock d'or de manière indépendante des décisions des agents économiques. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. Hein. Si on a besoin de créer plus d'argent parce qu'on a besoin de plus d'argent pour financer l'économie, parce qu'on a une pandémie mondiale et qu'il faut créer de l'argent pour soutenir l'économie, eh bien, on peut le faire. Donc aujourd'hui, notre monnaie, elle n'est plus du tout basée sur quelque chose d'intangible, de fixe comme de l'or. Elle dépend des demandes de crédit des agents économiques. Donc ces agents, hein, ce sont les crédits que demandent par exemple les ménages lorsqu'ils veulent acheter un logement, les entreprises lorsqu'elles, par exemple, investissent et qu'elles n'ont pas assez de profit pour investir, donc elles empruntent de l'argent aux banques, ou l'État, par exemple, pour financer son déficit. Donc la monnaie s'adapte aux besoins de financement. Le problème, bien sûr, et ça rejoint les thèses de Jean-Christophe, c'est que aujourd'hui, cette monnaie, je dis qu'elle s'adapte aux besoins de financement de l'économie. Bien sûr, elle s'adapte aux besoins de financement des ménages qui sont jugés solvables par les banques. Donc, si vous avez un projet d'entreprise que une banque estime que ce projet est rentable, qui va vous permettre de gagner plus d'argent que ce que ça vous a coûté pour créer cette entreprise, eh bien, la banque vous accordera un crédit. Elle pourra créer de l'argent à partir de rien pour vous accorder ce crédit. Et donc, ce qu'on finance aujourd'hui en grande partie, hein, ce sont ces projets qui sont jugés rentables par les banques. Et donc, ça fait un peu le lien avec, par exemple, la banque sur le climat que tu proposes, c'est de créer de la monnaie, enfin, trouver un nouveau canal de création monétaire dans lequel la monnaie est créée pas uniquement pour les agences solvables et pour des projets rentables, entre guillemets, d'un point de vue rentabilité privée, mais aussi pour financer des projets qui sont du domaine du bien public et qui sont bénéfiques à tous, mais qui ne sont pas profitables, qui ne rapportent pas de profit. Donc, euh, donc voilà pour cette idée de monnaie endogène. Alors, ce dont j'avais
aussi envie de parler, c'était vous dire que c'est un concept qui est encore minoritaire dans la pensée économique. Si vous prenez la plupart des modèles existants en économie aujourd'hui, la plupart, ce sont soit des modèles sans monnaie, soit des modèles qui ont une monnaie exogène. Et quand on enseigne l'économie aux étudiants en licence, par exemple, eh bien, les modèles qu'ils voient, ce sont des modèles comme le modèle ISLM avec une monnaie exogène. Donc, je voulais retracer un peu l'histoire de ces théories monétaires jusqu'aux théories actuelles. Alors, j'ai une petite citation de Frank Van de Velde, qui était un prof de fac à Lille, et qui dit que, historiquement, l'économie n'a accédé au statut de discipline à vocation scientifique qu'après s'être libérée de l'illusion monétaire dont étaient encore victimes les mercantilistes. Donc les mercantilistes, c'est un courant qui s'est développé avant les classiques, et pour qui la richesse d'un pays, sa puissance économique, en fait, était fondée sur la quantité de métaux précieux, et notamment d'or qu'il possédait. Et en fait, une des nouveautés qui a apporté les classiques, il y avait déjà eu des débats là-dessus avant, c'est de montrer, enfin, selon eux, que la monnaie finalement n'est qu'un voile et qu'elle ne modifie pas les niveaux de production dans l'économie, le fonctionnement de l'économie. C'est juste un voile posé sur l'économie, donc qui cache la réalité des échanges réels que font entre eux les agents économiques, mais elle ne modifie pas ces échanges. Et à partir de là, les économistes vont systématiquement essayer de minimiser le rôle de la monnaie dans l'économie. Et une manière de minimiser ce rôle, c'est en fait d'assimiler la monnaie à une marchandise comme une autre. Donc, on va dire, finalement, le comportement de la monnaie, le marché de la monnaie, c'est le même que le marché des autres marchandises. Si je m'intéresse au marché du pétrole, il y a une offre de pétrole, une demande de pétrole, et la rencontre des deux, ça détermine le prix du pétrole. Eh bien, on va dire que pour la monnaie, c'est un peu la même chose. On va avoir une offre de monnaie, une demande de monnaie. Donc l'offre de monnaie, c'est par exemple les quantités d'or qu'on découvre, c'est de l'argent qu'on va pouvoir injecter dans la circulation. Et la demande de monnaie, eh bien, c'est toutes ces demandes de crédit, ces besoins de financement des agents économiques. Et la rencontre entre les deux, ça fait le prix de la monnaie. Donc en ayant une monnaie comme ça, qui est exogène, dont la quantité est déterminée indépendamment des décisions des agents économiques, on arrive à retrouver une sorte de monnaie marchandise, et finalement, on standardise la monnaie, on en fait une marchandise comme une autre, qui n'est pas beaucoup différente des autres types de marchandises. Bien sûr, donc ça va être le cas tout au long du 19e siècle, et puis on va être quand même obligé de remarquer que les banques, elles peuvent créer de l'argent. Donc, la quantité de monnaie qu'il y a dans l'économie, ce n'est pas uniquement l'or qu'on découvre, il y a aussi de l'argent qui est rajouté par les crédits bancaires, le fait que les banques puissent créer de l'argent. Donc, on va passer à une étape supplémentaire dans la compréhension du processus de création monétaire, c'est qu'on va supposer que la monnaie est toujours exogène, mais que sa quantité est déterminée par les banques centrales. Donc, en gros, et c'est le cas notamment dans le modèle ISLM, la banque centrale, elle peut décider de la quantité de monnaie qu'elle veut émettre dans l'économie. Elle peut dire, j'émets 100 de monnaie ou 200 de monnaie dans l'économie, 200 euros, 300 euros. Et ensuite, cette monnaie est injectée dans le secteur bancaire et les banques peuvent créer tant de fois plus de monnaie que la monnaie créée par la banque centrale. Donc, si on suppose qu'il y a un multiplicateur monétaire de 10, à chaque fois que la banque centrale crée 100, les banques pourront créer 1000. Donc finalement, dans ce système-là, la banque centrale peut créer de l'argent, mais elle crée cet argent, elle crée une quantité fixe d'argent qui permettra aux banques de créer une autre quantité fixe d'argent un peu plus importante. Si la banque centrale crée 100, les banques pourront créer 1000, et pas plus. Elles sont contraintes par les quantités de monnaie centrale qu'elles possèdent. Et on retrouve finalement cette notion de monnaie exogène où on a une offre de monnaie, les banques elles peuvent prêter jusqu'à 1000 de monnaie, grâce aux 100 créés par la banque centrale, et on aura une demande de monnaie par ailleurs des entreprises, des ménages et de l'État. Et à nouveau, on maintient ce système où on a une monnaie qui est déterminée comme une autre marchandise par une offre et une demande, et pour laquelle le prix, c'est-à-dire le taux d'intérêt, est déterminé par la rencontre de cette offre et de cette demande. Donc c'est quelque chose qui va perdurer très longtemps dans les modèles économiques. Et finalement, pour arriver à avoir réellement cette notion de monnaie endogène,
qui commence à s'imposer. On va voir les écrits de Keynes après la théorie générale, parce que dans la théorie générale, Keynes il reste sur cette notion de monnaie exogène. Là-dessus, il a pris du temps avant d'arriver à s'extraire de cette notion-là. Et après, il y a des économistes comme Kaldor, Robinson, Moore, etc., puis les post-keynésiens, qui vont développer la notion de monnaie endogène. Donc avec la notion de monnaie endogène, on sort totalement de ce système d'une monnaie qui serait comme une marchandise, c'est-à-dire dont le prix serait déterminé par l'offre et la demande. Si la monnaie est endogène, ça signifie que si moi, demain, je veux emprunter 100 000 euros pour acheter un logement, bien, je peux aller voir ma banque, si elle pense que je suis capable de lui rembourser ces 100 000 euros d'ici 20 ans, eh bien, elle va créer 100 000 euros et il y aura 100 000 euros de plus dans l'économie. Donc, la quantité de monnaie s'adapte bien aux demandes de crédit des agents économiques. Alors que si on est dans une monnaie exogène, si les banques, elles peuvent créer que 1000 de monnaie, parce que la Banque centrale en a créé 100, que moi, je leur demande un peu plus de monnaie, elles ne pourront pas le faire. Elles diront, ben non, moi, j'ai créé tout l'argent que je pouvais, je ne peux pas en créer plus. Elles n'ont pas le droit de créer cet argent à partir de rien, hein, ex nihilo. Donc, c'est la différence entre les deux. Et du coup, on arrive à des concepts, finalement, ce petit changement de vision de la monnaie va amener à des changements importants dans la vision qu'on peut avoir de l'économie. Une des premières choses, comme je disais, c'est le taux d'intérêt. Les économistes ont toujours cru que le taux d'intérêt, c'était la rencontre entre une offre et une demande. L'offre de fonds prêtables, c'est-à-dire l'épargne, la demande de fonds prêtables, c'est-à-dire les investissements, ou l'offre de monnaie et la demande de monnaie. Donc la rencontre entre les deux, ça détermine le prix de la monnaie, et le prix de la monnaie, c'est finalement le taux d'intérêt qu'on paye si on veut emprunter de la monnaie. Donc si j'emprunte de l'argent à 2%, en fait, le coût de cet emprunt d'argent, c'est 2%. Donc ce 2%, c'est le prix de la monnaie, le prix de cette monnaie. Si on a une monnaie qui est, donc si on a une monnaie qui est exogène, donc qui est déterminée indépendamment des demandes des agents, le taux d'intérêt, il va être déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande de monnaie, et donc lui, il sera déterminé au sein du système économique, par la rencontre entre cette offre et cette demande, et du coup, ce taux d'intérêt sera endogène. Donc si j'ai une monnaie dont l'offre est exogène, alors mon taux d'intérêt sera endogène. À l'inverse, si je suppose que la monnaie est endogène, l'offre de monnaie est endogène, donc la Banque centrale, elle dit, vous pouvez créer autant de monnaie que vous voulez. Hein, si les banques veulent créer plus de monnaie, elles peuvent le faire. La Banque centrale les refinancera derrière. Eh bien, le prix, il ne peut plus être déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande de monnaie, puisque l'offre, elle suit constamment la demande. Si moi, je demande 100 000 euros de plus pour acheter un logement, eh bien, la banque, elle va créer ces 100 000 euros. Donc, il n'y a plus d'un côté l'offre et de l'autre la demande. Il y a une demande de monnaie et l'offre qui s'ajuste continuellement à la demande. La quantité de monnaie qui est créée en fonction des besoins des agents. Donc, ça n'a plus de sens de parler d'offre et de demande. Du coup, le prix de la monnaie, son taux d'intérêt, il ne peut plus être déterminé par la rencontre entre cette offre et cette demande, il est déterminé par la Banque centrale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Banque centrale dit le taux d'intérêt sera de 2%, de 1%, de 0%. Et ensuite, la création monétaire, la quantité de monnaie créée, est déterminée par la demande de crédit et le nombre de crédits accordés par les banques à ce taux-là. Donc si la création monétaire est endogène, donc déterminée par les demandes de crédit au sein de l'économie, à l'intérieur de l'économie, c'est pour ça qu'on dit endogène, alors les taux d'intérêt, eux, sont exogènes. Ils sont déterminés à l'extérieur du système économique. La Banque centrale, elle détermine que le taux d'intérêt sera de 1%, de manière exogène. Ce n'est pas déterminé par une rencontre entre une offre et une demande. C'est la Banque centrale qui, pour répondre à ses objectifs de politique monétaire, va fixer un taux d'intérêt à un montant donné. D'autres éléments qui changent avec cette prise en compte de la monnaie endogène, c'est par exemple la question de l'inflation. Si vous pensez que la monnaie est exogène, alors vous dites, voilà, en fait, c'est lié aussi à cette vision dichotomique de l'économie qu'ont les économistes standards. Vous allez dire, d'un côté, il y a le système de production, on produit par exemple 1000 marchandises, et de l'autre côté, il y a une quantité de monnaie qui est déterminée par la Banque centrale, par les découvertes d'or, etc. Par exemple, 2000 de monnaie. Et les prix dans cette économie, eh bien, c'est la rencontre entre cette quantité de monnaie créée et le nombre de marchandises produites. La rencontre entre les deux détermine le niveau des prix. Si j'ai produit 1000 marchandises et que j'ai 2000 de monnaie exogène, eh bien,
2000 de monnaie pour acheter 1000 de marchandises, si la vitesse de circulation de la monnaie est de 1, les prix sont de 2. Si l'année d'après, les prix augmentent, eh bien, c'est que ma monnaie a augmenté plus vite que mes marchandises, que ma production de marchandises. Si j'ai produit 10% de marchandises en plus, mais que j'ai injecté 15% de monnaie, eh bien, j'aurai une inflation en gros de 5%. Donc, dans cette vision-là d'une monnaie qui est exogène, très souvent, on arrive à la conclusion quasi obligatoire que l'inflation est monétaire. S'il y a de l'inflation, c'est parce qu'on a émis trop de monnaie dans l'économie. Ça, c'est plus du tout vrai dès lors qu'on considère que la monnaie est endogène. Si on considère que la monnaie est endogène, il ne peut pas y avoir trop de monnaie créée dans l'économie, dans le sens où la monnaie, elle est créée en fonction des besoins des agents économiques. Donc, si on demande plus de monnaie, il y a plus de monnaie créée. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une trop forte injection monétaire qui crée une hausse des prix et de l'inflation. Et c'est même en fait l'inverse qui va se produire. Les entreprises, elles demandent donc de la monnaie pour financer leurs investissements, pour payer leurs dépenses de production, les ménages pour acheter des maisons, etc. Imaginons que demain, parce que les choses ont tendance à se passer comme ça, les prix augmentent de 2% dans l'économie. Donc, en moyenne, les prix, les salaires augmentent de 2%. Ça veut dire qu'une entreprise, eh bien, elle va devoir dépenser 2% de plus pour financer sa production, ses dépenses de production. Et donc, si elle recourt au crédit bancaire ou à des crédits de trésorerie, elle demandera 2% de monnaie en plus aux banques. Et donc, les banques qui répondent aux demandes de crédit des agents solvables vont créer cet argent en plus. Et du coup, ça inverse la causalité. Si on a une monnaie endogène, ce n'est pas parce qu'on a trop de monnaie que les prix augmentent, c'est parce que les prix augmentent, les prix et les salaires, que les ménages, les agents économiques en général, les entreprises ont besoin de plus d'argent pour financer leurs dépenses courantes, et donc que la monnaie augmente. Comme ils ont besoin de plus d'argent, ils demandent plus de crédit aux banques, donc les banques créent plus d'argent. Donc la causalité, elle ne va plus de la monnaie vers les prix, elle va des prix vers la monnaie. Un autre élément important, et qui est vraiment au cœur de la théorie standard et qui est complètement rejeté par les post-keynésiens du fait qu'ils prennent en compte le caractère endogène de la monnaie, c'est l'effet d'éviction. L'effet d'éviction, donc tous les étudiants en entendent parler, et on le retrouve notamment dans ce fameux modèle ISLM que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. C'est l'idée de dire que si l'État s'endette, ça va être mauvais pour les entreprises privées. Ça va créer des problèmes. Et pourquoi alors est-ce que ça va créer des problèmes? Parce que si on suppose que la monnaie est exogène, qu'il y a tant de monnaie dans l'économie, et que tout d'un coup, l'État décide de s'endetter pour relancer l'économie, eh bien, il va, pour s'endetter, devoir emprunter de l'argent. Donc ça va augmenter la demande de monnaie. Donc d'un côté, j'ai une offre de monnaie qui est fixe, déterminée par les quantités d'or ou par la quantité de monnaie émise par la Banque centrale. Cette monnaie, elle est fixe. De l'autre, j'ai une demande de monnaie. Et sur cette demande de monnaie, on rajoute les demandes de crédit de l'État pour financer son déficit. Donc j'ai une offre fixe, une demande qui augmente. Qu'est-ce qui va se passer? Comme pour n'importe quelle marchandise, le prix de la monnaie va augmenter. Il y a toujours autant de monnaie, mais les gens en ont plus besoin parce que l'État doit emprunter de l'argent pour financer son déficit, et donc le taux d'intérêt augmente. Le prix de la monnaie augmente. Donc si le taux d'intérêt augmente, quelle va être une des conséquences de ça? Eh bien, les entreprises qui voulaient investir pour financer des projets de production, d'investissement, etc., si elles avaient besoin d'emprunter de l'argent pour investir, elles vont devoir emprunter à des taux plus élevés, du fait du déficit public. Et comme elles vont devoir emprunter à des taux plus élevés, ça va leur coûter plus cher, ce qui risque de décourager une partie des entreprises d'investir. C'est pourquoi ce qu'on enseigne souvent en économie, c'est que les dépenses publiques, on dit qu'elles évincent les investissements privés. Si l'État dépense trop, s'il y a trop de déficit public, ça va provoquer une hausse des taux d'intérêt, parce qu'il y a plus de demande de monnaie, qui va évincer les investissements privés. Et donc, c'est un des arguments qui va à l'encontre des déficits publics, des politiques de relance budgétaire par l'État. Pour les post-keynésiens, tout ça, c'est complètement faux, puisque le taux d'intérêt est déterminé par la Banque centrale et qu'il n'y a aucune raison qu'un déficit public génère une hausse des taux d'intérêt. S'il y a un déficit public, eh bien, les banques pourront créer plus d'argent pour financer ce déficit, toujours au taux d'intérêt donné, au taux d'intérêt fixé par la Banque centrale. Donc il y aura juste plus d'argent dans l'économie, il n'y a pas de raison que son prix augmente. Et la meilleure preuve qu'on a, c'est qu'après 2008, les États se sont fortement endettés et les taux d'intérêt n'ont pas du tout augmenté. Au contraire, ils se sont effondrés. Aujourd'hui, les États sont très endettés et les taux d'intérêt sont à leur niveau les plus bas historiques.
Donc, il n'y a pas du tout cet effet d'éviction n'existe pas, à part dans les manuels d'économie ou alors dans des cas très particuliers. Et pourtant, c'est quelque chose qui revient constamment quand on enseigne l'économie. Donc, à nouveau, voilà comment, selon la vision qu'on a de la monnaie, exogène ou endogène, eh bien, ça impacte la vision qu'on peut avoir du rôle de l'État dans l'économie et des effets des politiques publiques. Donc, même à la limite, si la monnaie est endogène, si l'État s'endette, il va emprunter de l'argent aux banques, donc ça va créer de l'argent et ça va augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Donc, même si on supposait que le taux d'intérêt était déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande de monnaie, le fait que l'État s'endette, en injectant plus de monnaie dans l'économie, ça devrait faire baisser les taux d'intérêt et pas les faire augmenter. Donc, on arrive à des conclusions totalement différentes. Et une des conclusions principales, c'est l'idée de dire, et c'est vraiment important, et ça rejoint à nouveau les thèses de Jean-Christophe ou de Philippe, c'est que la monnaie ne doit pas être un facteur limitant dans nos économies. Si on veut financer des projets, on n'a pas le droit de se dire aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Parce que cet argent, on peut le créer, et on peut le créer en fonction des besoins. Quand la monnaie était basée sur l'or, on pouvait être coincé par le stock d'or qu'on possédait, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, avec l'argent peut être créé par les banques, de manière à partir de rien, et sans qu'elles aient vraiment de contraintes particulières, eh bien, la quantité de monnaie peut suivre nos besoins. Et donc, si on a toutes les compétences, toutes les matières premières, les machines pour produire quelque chose, par exemple pour améliorer l'environnement, arguer qu'on ne peut pas le faire uniquement parce qu'on n'a pas assez d'argent, c'est un non-sens quand on raisonne avec une monnaie endogène. Et donc, c'est pour ça que une partie des adeptes de la théorie de la monnaie endogène, ils sont favorables à l'idée qu'on puisse, par exemple, créer de l'argent à partir de rien pour financer des projets visant le bien commun. Bon, typiquement, aujourd'hui, il faudrait financer la transition écologique. Et que quand un État dit « on n'a pas assez de sous, on ne peut pas financer la transition écologique », ça n'a pas de sens à partir du moment où on a à la fois les OB, les compétences et toutes les matières nécessaires pour réaliser ce projet-là. Donc, cette notion de monnaie endogène, elle est directement liée à toutes ces théories qui existent aujourd'hui sur cette possibilité de créer de l'argent pour aider à un développement plus harmonieux du monde et de l'humanité. Et donc, c'est relié aussi tout ça avec notamment la théorie économique monétaire moderne, la modern monetary theory dont vous connaissez certainement, et qui tire notamment son origine de l'apport de Lerner, Abba Lerner, qui est un économiste américain, qui a proposé une théorie très intéressante après la Seconde Guerre mondiale et qui était directement liée à cette notion de monnaie endogène. Abba Lerner, lui, fait la différence entre ce qu'il appelle la finance saine et la finance fonctionnelle. Et lui, il vous dit, en fait, si, mettons, une économie va mal, et l'État, donc, il décide de dépenser plus pour relancer l'économie, pour lui permettre d'aller mieux. Le fait que l'État relance l'économie, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'endette pour injecter de l'argent dans l'économie, relancer la consommation, l'investissement, et faire repartir l'économie. Donc l'économie, elle était en sous-emploi, on n'utilisait pas toutes ces capacités de production de l'économie, parce qu'on était en crise, et l'État, en injectant de la monnaie, il permet à l'économie de repartir. Donc, on a une économie qui repart, mais qui continue à produire en fonction de ses moyens, qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. Et du coup, on a une sorte de décalage, en fait, entre le point de vue comptable de l'économie, on va voir l'État qui s'endette pour relancer l'économie, et l'aspect réel de l'économie. On ne fait que consommer ce qu'on produit, on ne vit pas au-dessus de moyens. Donc si on regarde le monde d'un point de vue purement comptable, on va dire l'État de ce pays-là, il est endetté. Donc c'est que ce pays-là vit au-dessus de ses moyens. Si on regarde la chose d'un point de vue purement économique, on va dire non, avant on produisait très peu parce qu'on était en crise, grâce à la relance, on produit davantage grâce à cette injection monétaire. Donc on ne vit pas au-dessus de nos moyens, on ne fait toujours que consommer ce qu'on produit. On consomme plus parce qu'il y a plus d'argent. Et donc Lerner, ce qu'il dit, c'est que
En fait, c'est absurde de parler de déficit ou d'excédent budgétaire pour l'État. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est quand ça va mal, l'État doit injecter plus d'argent dans l'économie pour la relancer ou pour, par exemple, financer la transition écologique. Et si ça va bien, ou même trop bien et qu'il y a trop d'inflation, et que l'économie se surchauffe, ben l'État peut retirer de l'argent de l'économie. Donc, il va prélever plus d'argent que ce qu'il en dépense. Dans ce cas-là, on dirait aujourd'hui qu'il est en excédent budgétaire, mais concrètement, ce qui se passe, c'est juste qu'il retire de l'argent, qu'il injecte de l'argent. Et Lerner, ce qu'il nous dit, c'est qu'au lieu de parler de déficit et d'excédent, qui nous renvoie à s'il y a un déficit, c'est qu'il y a une dette, s'il y a une dette, c'est qu'elle doit être forcément remboursée, il vaudrait mieux parler d'injection monétaire nécessaire au bon fonctionnement de l'économie ou de retrait de monnaie de l'économie. Et donc aujourd'hui, clairement, quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a dans le monde entier, dans quasiment la totalité des pays du monde, et tous les besoins qui sont insatisfaits d'un point de vue économique, écologique, etc., on se dit que c'est une aberration pour un État de se dire « je ne vais pas dépenser plus parce que je suis trop endetté », alors qu'il pourrait très bien le faire, que à la fois ça créerait de l'emploi, ça relancerait l'économie parce que ces gens consommeraient, et ça améliorerait aussi le fonctionnement de notre monde d'un point de vue écologique, puisqu'on pourrait amorcer réellement la transition vers des économies plus vertes. Donc il faudrait se débarrasser de cette notion de déficit public. Ça, c'est toute la théorie monétaire moderne, mais tout ça, c'est lié encore à cette idée de monnaie endogène. Je ne sais pas où j'en suis du temps, peut-être que… Bah là, c'est bon. C'est bon, ok. Tu as grillé ton temps, là. Ok, ah, d'accord, pardon, j'ai pas fait attention à l'heure. Non, mais c'était très intéressant. Donc, bon, moi, je sais que j'ai plusieurs questions. Est-ce que certains d'entre vous ont aussi des questions? Bon, ben vas-y, Philippe, je te laisse. C'était plutôt déjà une simple observation sur l'inflation. On assiste à quelque chose ici au Québec et peut-être un peu partout en Europe aussi. Mais on est évidemment dans une phase assez spéciale. On est bien dans un système de monnaie endogène, ça j'en suis tout à fait conscient, mais il y a quand même une inflation assez forte actuellement parce qu'il y a un décalage entre la demande justement et la production qui, elle, est raréfiée par la situation de Macron. L'inflation est également pilotée par l'équilibre qu'il peut y avoir entre la demande et la possibilité de répondre à cette demande. Et s'il y a un déficit de production, à ce moment-là, il y a une inflation. Oui, tout à fait. Et j'aurais dû le préciser, effectivement. Là, c'est le cas avec la pandémie, le fait qu'il y a moins d'offres aussi. Mais même avec une monnaie endogène, trop de monnaie peut créer de l'inflation, oui. Si l'État, il emprunte demain 400 milliards pour financer plein de dépenses, eh bien, on va injecter trop d'argent dans l'économie par rapport à notre capacité de production et ça va créer aussi de l'inflation. Donc, on peut aussi avoir une inflation, effectivement, par une trop forte émission de monnaie quand on est en monnaie endogène. C'est ce que j'aurais dû dire en premier lieu. Mais il y a aussi une deuxième explication et une deuxième causalité qui va des prix vers la monnaie. Donc, c'est ça que j'aurais dû dire, c'est qu'il y a à la fois trop de monnaie crée trop d'inflation, mais il y a aussi le côté hausse des prix implique plus de création monétaire aussi, quoi. Donc, on a deux implications et plus qu'une seule, comme c'était le cas avec la monnaie exogène. Oui, tout à fait. Merci dans tous les cas, c'était très, très pédagogique, très clair et merci pour tout cet exposé, Edouard. Ton exposé était très intéressant, Edouard. Par contre, tout au long de l'exposé, quand tu parlais de monnaie endogène, tu parlais que l'État, pour injecter de la monnaie, pouvait s'endetter. Et c'est exactement ce que font les systèmes actuels. Donc, en effet, le niveau de dette au niveau des individus, au niveau des États, au niveau mondial est comme astronomique. Et une dette, a priori, c'est fait pour être remboursé. Pour être remboursé, il faut générer des revenus. Pour générer des revenus, il faut faire de la production. Or, on a atteint, en termes d'énergie et de ressources, une apogée. On doit diminuer drastiquement, pas juste un peu, là, drastiquement la production. Pour l'instant, dans tout ton exposé, là, peut-être que toi, tu vois les choses différemment, je ne vois pas de sortie du dogme la croissance infinie dans un monde limité.
Et clairement, on va se casser le nez sur le mur. Donc là, très longue introduction, la question vient. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces dettes, sachant qu'on ne pourra pas physiquement faire tourner l'économie pour les rembourser? Et pire encore, il faudrait qu'on décide qu'on ne fasse pas tourner l'économie et donc on ne rembourse pas ses dettes. Donc là, comment on fait? Oui, merci pour cette question. Effectivement, je n'ai pas trop insisté sur ces questions écologiques qui sont essentielles. Je suis resté sur ce débat un peu monnaie endogène, monnaie exogène, et en prenant le parti pris de on crée plus d'argent pour financer la transition écologique, et finalement, on reste quand même un peu dans l'optique aussi de la croissance. Donc, bon, la question, quel est le niveau de croissance ou de décroissance qu'il faudrait avoir pour qu'on arrive à vivre en harmonie avec la nature? Moi, c'est toujours un débat que j'ai avec moi-même. Et est-ce qu'on peut arriver à finalement éviter le réchauffement climatique, tous les dégâts sur la biodiversité, en restant dans un état stationnaire sans forcément trop décroître, mais en ayant une économie parfaitement verte, en recyclant tout, en utilisant le plus de renouvelables possible? Voilà, quel est le niveau de croissance, décroissance qu'on peut avoir? J'avoue que pour moi, ce n'est pas encore extrêmement clair. Et donc, sur cette question des dettes, bon, comment on les rembourse? Pour l'État, il peut les faire rouler à l'infini, donc à la limite, ce n'est pas trop gênant. Et s'il s'endette pour financer la transition écologique, bon, l'argent qui est injecté, il va circuler dans l'économie, et l'État pourra, mettons, le récupérer d'une manière ou de l'autre pour rembourser une partie de sa dette. Et s'il ne le peut pas, il pourra toujours faire rouler sa dette, donc réemprunter les sommes qu'il rembourse. Après, est-ce qu'on peut arriver à faire tout ça juste sur de la monnaie dette? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut arriver à avoir peut-être un double mécanisme. C'est ce que je dis à la fin de ma thèse. C'est on maintient une monnaie endogène qui est créée sur de la dette, notamment pour le secteur privé, parce que c'est pratique, parce que ça permet d'adapter la création monétaire aux besoins des agents économiques. Alors que si on a une monnaie exogène, ça pose plein d'autres problèmes. Et après, on a une création monétaire sous forme de dons de la Banque centrale, par exemple aux États, suivant une règle prédéfinie. Donc, soit on dit chaque année, la Banque centrale crée 3% de monnaie qu'elle donne à l'État, soit en fonction des besoins de l'économie. Dans ce cas-là, il faut que des experts se réunissent, comme ce que vous proposez déjà, pour déterminer les projets qui doivent être financés par cette création monétaire sous forme de dons, sans qu'il y ait de dette. Et on réalise comme ça ces projets, en faisant bien sûr attention de ne pas créer trop d'argent, de faire des projets qui sont justes et efficaces et cohérents d'un point de vue environnemental, etc. Et moi, c'est l'opinion que je défends et qui est, je pense, en accord avec la vôtre. Mais donc d'avoir ce double circuit monétaire, un circuit pour le privé de monnaie dette, où on rembourse l'argent qu'on a emprunté, et un circuit pour le public. Et voilà. Et en espérant que cette transition écologique, ça nous permette d'arriver à vivre tous convenablement dans un monde fini. Oui, mais je voulais, Merci, Édouard. Ça me convient ta réponse, et puis d'un autre côté, ça m'effraie un peu parce que je me dis, à partir du moment où on va créer de la monnaie, par exemple pour l'État, à un moment donné, cette monnaie créée pour l'État, elle va se retrouver dans l'économie traditionnelle, même si au départ on se dit c'est fléché vers l'écologie par exemple. Au bout d'un moment, les acteurs ils vont dépenser entre eux et puis ça va se retrouver dans l'économie. Donc du coup ça va booster l'économie. Du coup on va aggraver la crise climatique. Et j'ai l'impression qu'en fait on se mord la queue et que jamais ça s'arrête. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y aura une partie de cette monnaie créée qui va finalement se substituer à la monnaie que les entreprises auraient empruntée aux banques pour financer leurs investissements, puisque l'État, comme tu dis, il injecte de l'argent pour financer la transition écologique.
ça fait des revenus pour les gens qui travaillent dans cette transition, ils vont consommer, et donc ça fait des revenus ensuite pour les entreprises. Donc du coup, elles ont un peu plus d'argent par ce canal-là, et elles auront un peu moins à emprunter par le canal des banques. Donc on a une substitution un peu de monnaie dont par la monnaie dette, mais malgré tout, on risque d'avoir plus de monnaie, donc plus de demande et plus de production et de croissance. Je pense qu'il faut coupler ça avec, enfin pour moi, avec des mesures très fortes sur la production, notamment des normes très strictes sur la production pour qu'elle respecte le plus possible les conditions écologiques, que ce soit au niveau industriel ou agricole, ce qui va faire augmenter les prix de ces produits-là et faire que les gens feront peut-être plus attention aussi à acheter des biens qui sont plus chers. Donc, parce que produits dans des conditions plus écologiques. Et donc, moi, je pense que ça peut fonctionner si ce surplus d'argent, c'est du revenu en plus qui est consacré à acheter des biens plus chers et plus respectueux de l'environnement. Si effectivement on consomme autant qu'avant, enfin plus qu'avant, mais les mêmes choses qu'avant, parce qu'on a plus d'argent, c'est juste de la pollution en plus. Si c'est des biens un peu plus chers, ça peut le faire, je pense. Donc, merci pour la question. Non, on n'aura pas le choix. C'est la phrase habituelle, c'est choisir ou subir. Donc, soit on choisit artificiellement d'imposer une surtaxe progressivement, mais qui, pour finir prohibitive, sur les produits qui défoncent l'énergie et les ressources. Je prends exemple les motoneiges, ce genre de choses, même les voitures électriques, hein, ça défonce les ressources. Et donc, ou soit on laisse la nature s'en occuper. Tout à fait d'accord. Mais voilà, mais si on fait ça juste aujourd'hui, on met plus de taxes sur tous ces produits-là, ça va créer une frustration dans la société, comme on a vu un peu avec les gilets jaunes et la taxe sur l'essence. Mais si d'un côté, l'État injecte de l'argent pour financer la transition écologique et que d'un autre, ce qui crée de l'emploi, donc il y a moins de chômage, etc., il augmente peut-être un peu les revenus, et que de l'autre, on met ces taxes pour justement limiter absolument la consommation de ces produits polluants et pas très utiles, eh bien, on peut arriver à une sorte de cercle harmonieux où la société acceptera à renoncer à ces plaisirs matériels un peu inutiles. Okay. J'avais plein de questions, mais je n'aurais pas le temps de tout poser, donc c'est tellement passionnant. Merci, Edouard, et bravo pour ton exposé. Alors moi, j'ai juste un truc à dire. C'est pas forcément une question, ou alors il y a des questions dedans, mais bon, vous allez peut-être rebondir. Moi, je pense que la transition écologique, ce ne sera pas juste une question d'économie et de politique. Ce sera aussi une question, je dirais, de remise en question philosophique, morale, mentale, culturelle, intellectuelle et tout ça. Bon, moi, je pense que ce sera aussi une révolution intellectuelle, cette transition écologique, dans la mesure où il faudra, je ne sais pas non plus d'un point de vue dictateur, mais que les gens prennent conscience qu'on ne peut plus consommer comme on consommait avant, c'est-à-dire des écrans plats, des voyages en avion par an, des maisons, des piscines, des grosses bagnoles, une collection de ceci, une collection de cela. Tout ça, c'est du consumérisme à outrance, hein, ou de la consommation ostentatoire, ou tout un tas de choses comme ça. On ne peut plus continuer comme ça, tout simplement parce qu'on est trop nombreux sur cette planète, et la planète ne peut pas encaisser le choc de 10 milliards d'homo economicus qui consomment comme des fous furieux American Way of Life, quoi. Donc je pense que déjà, si on a chacun sa petite maison, ça serait l'idéal déjà, avec son petit potager permaculture, ça serait vraiment très très sympa. Et puis, je pense que, en fait, la consommation du futur, ce sera aussi beaucoup de choses qui relèvent de l'immatériel. De l'immatériel et du culturel et de l'artistique, en fait. C'est-à-dire que ce sera un moyen, je me trompe peut-être, hein, mais un moyen de liquider l'économie, je dirais, d'une façon moins anthropique. C'est-à-dire, il y aura de la dégradation, parce que bon, il y aura des serveurs et tout ça, d'accord, mais ce sera quand même une moindre entropie que acheter une collection de Ferrari ou acheter une collection de ceci, une collection de cela. Mais ça remet en question complètement intellectuellement la philosophie de l'humain, de l'homo economicus, qui surproduit pour réussir et qui surconsomme pour montrer qu'il a réussi. Ça, je veux dire, c'est aussi une transformation radicale de la façon dont on fonctionne intellectuellement. Voilà, c'était juste une petite intervention comme ça. Ouais, tout à fait d'accord. Très intéressant. D'accord. Et c'est vrai que c'est le grand espoir si demain on peut arriver à ce que, au-delà des besoins élémentaires, nos dépenses aillent vers
des projets artistiques, des spectacles, etc., plutôt que des consommations matérielles, donc des consommations plus immatérielles, on aura gagné à la fois pour notre épanouissement et pour la planète, quoi. Oui, oui, je partage tout à fait ton avis, Jean-Christophe, sur l'évolution nécessaire de conscience pour aller vers un autre modèle. Je crois qu'on ne peut pas changer de modèle s'il n'y a pas d'évolution de conscience. Donc, il y a toute une prise de conscience à mener qui, malheureusement, est bien difficile parce que le système nous enferme dans un couloir dans lequel la pensée n'a pas beaucoup de place. Bon. J'ai un bémol, Édouard, sur l'idée d'injection de manœuvre. Tout à fait d'accord sur dire on reste dans un modèle d'argent-dette pour le privé et un modèle plutôt d'argent-don pour le public, avec une injection monétaire de X%, par exemple, tous les ans, parce que là, on retombe dans un système de monnaie exogène. Dans ce cas-là, on va placer une quantité fixe de monnaie, mais donc, en fin de compte, c'est la volonté des peuples de s'organiser pour que le monde devienne soutenable, qui va se traduire par des projets de biens communs, qui à ce moment-là vont générer l'injection de monnaie don. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu suis et la monnaie, à ce moment-là, fléchée en plus, cette monnaie doit être fléchée pour que la demande soit elle-même génératrice d'amélioration de consommation dans la société. Oui, oui, je suis d'accord, tout à fait. Et cette notion de monnaie fléchée, ça me fait penser que les banques centrales, aujourd'hui, dans les prêts de monnaie centrale qu'elles font aux banques, elles tendent à flécher aussi un peu maintenant les crédits des banques. Mais bon, ça reste toujours dans une optique de rentabilité, mais ils essayent d'y aller un petit peu. Mais non, moi, je suis tout à fait d'accord, mais je vois pas... Enfin, je ne vois pas en quoi c'est incompatible avec cette idée qu'on aurait aussi une monnaie endogène pour le privé. Je trouve ça bien que... Ah ben oui, endogène pour le privé aussi, absolument. Oui, d'accord. Mais monnaie dette. Là, adossée à une dette pour le privé, mais pas adossée à une dette, mais toujours dans le principe d'une monnaie endogène. Absolument d'accord. Oui, d'accord. Oui. Et donc, non, moi je suis d'accord. Enfin, une monnaie sans dette pour des projets d'utilité publique déterminés collectivement par la société, et une monnaie qui reste dette pour le privé et qui est déterminée de manière décentralisée par des banques, parce que c'est trop risqué d'avoir un gouvernement qui déciderait à qui on accorde des crédits, à quelle entreprise. Il aurait trop de pouvoir sur l'économie, on arriverait à des choses mauvaises, comme on a pu voir avec les expériences communistes. Donc il faut garder ce côté décentralisé, donc pour qu'il n'y ait pas une trop grande influence du pouvoir sur les agents économiques privés, parce qu'on sait que ça peut dévier. Voilà. Et après, voilà, la volonté de la société, à travers des instances les plus démocratiques et les plus transparentes possibles, pour flécher l'argent vers les projets d'utilité publique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est purement idéologique ou est-ce que c'est idéologique et en même temps lié à des intérêts très, très privés? Ah oui. Selon toi? Bon, pour moi, les économistes, ils ne sont pas soumis aux intérêts privés. Ils sont vraiment soumis à une idéologie qui est là depuis 2 siècles. Et on leur a appris l'économie comme ça. Ils ont cette vision-là d'une économie très centrée sur l'offre, qu'on ne peut pas relancer comme ça par plus de demandes, par plus de monnaie. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt, finalement, de s'intéresser plus que ça à la monnaie. Et donc, ils laissent totalement de côté cette histoire de monnaie endogène. Et ça leur permet en plus de trouver des résultats qui leur plaisent bien, comme le fait que l'État ne doit pas trop intervenir dans l'économie parce qu'on a un effet d'éviction, que ça crée de l'inflation toujours quand il y a trop de monnaie. Donc, je pense que c'est plus par incapacité des économistes à échapper aux idées passées, comme disait Keynes, qu'on en est toujours là, plutôt que par les intérêts privés. Ça, c'est mon opinion, mais après, je n'ai rien pour le démontrer. Que les intérêts privés trouvent leur bonheur dans les convictions idéologiques des économistes. C'est tout à fait vrai. Ouais. Pour rebondir sur juste un instant là, de ce que tu disais, d'ailleurs dans ta thèse, toi, tu nous fais part le dilemme de l'origine du profit. De où provient le profit? Donc il faut bien qu'il y ait une création monétaire
de façon endogène, de sorte à payer, enfin, à rembourser les endettés précédents. Mais en fait, pour les libéraux, enfin, c'est-à-dire la théorie classique, néoclassique, bon, pour eux, il y a une quantité de monnaie, donc cette monnaie est définie, exogène, mais à chaque fois qu'on va créer du crédit, ça va être donc, moi, comme je dis toujours, c'est de l'extraction à rebours. Donc, il va falloir que tu te désendettes en vendant le fruit de ton extraction, c'est-à-dire de ta production, et tu vas te désendetter grâce à l'endettement d'un autre qui va devoir acheter encore plus cher. Donc, parce qu'à chaque fois, tu rajoutes l'usure, la plus-value, et puis bon, bah, ce qu'on appelle en gestion les soldes intermédiaires de gestion. Donc forcément, tu dois toujours créer plus de monnaie. Et quand tu poses ça à un économiste, je dirais mainstream, je sais pas, enfin moi je sais pas, ça me semble évident. Et pourtant, à eux, ils voient pas le problème. Que forcément, il faut créer tout le temps de la monnaie pour rembourser la monnaie, enfin les emprunts d'avant, et cette dette devient forcément de plus en plus grande. Je sais pas si tu Ouais, m'as tout à question. fait. Tout à fait. C'est que dans ces modèles standards, euh, c'est ce qu'on apprend aussi en économie, dans les modèles standards, on dit que les profits sont nuls. Et finalement, quand on est en concurrence pure et parfaite, les profits sont nuls. Et pourquoi? Parce qu'ils ont servi à rémunérer le capital. Donc tout se passe comme si l'entreprise, elle paye ses salariés à un taux de salaire donné, elle paye le capital à un taux d'intérêt donné, comme si elle empruntait le capital et qu'elle le payait au fur et à mesure de l'année. Et si elle gagne juste l'argent qu'elle a dépensé, alors les profits sont nuls. Les capitalistes ont eu leur profit, en fait, le versement des intérêts sur le capital, les salariés leur salaire. Et donc, comme ils raisonnent de cette manière-là, ils passent totalement à côté de ce paradoxe des profits Bah oui. qui est un des éléments nécessaires pour arriver au raisonnement que tu tiens, que je trouve totalement juste. Mais du coup, comme ils n'ont pas cette étape-là, finalement, ils n'ont pas vraiment à se poser cette question-là, quoi. Et le fait en plus que voilà, on s'intéresse très peu à la création monétaire, au Ouais. remboursement des crédits, on ne s'intéresse pas dans ces modèles-là. Donc tout ça fait que la question n'est pas posée parce qu'on n'a pas le contexte. Ouais. On voit pas le problème en fait. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, c'est quand même extraordinaire qu'il y a cette espèce de dogme, cette espèce de statut indéboulonnable qui ne veut absolument pas voir le problème. C'est ça qui est dangereux, je trouve. Et Parce tout que ça, on a créé de la dette, on a créé 250 000 milliards de dettes au niveau mondial, et tout ça, c'est de l'extraction à rebours. C'est-à-dire qu'il faudra 3 planètes Terre pour rembourser de la dette. On est tombé dans un piège de la comptabilité. et tout ce monde-là, ils vivent dans la croissance infinie, dans un monde limité. C'est ce sur quoi sont fondées, je pense, la quasi-totalité des facultés d'économie au monde. Parle-nous de Je ça, Edouard. dirais deux choses, ouais, mais merci pour vos remarques. Les économistes post-keynésiens sont conscients de ce problème-là. Il y a aussi eux. Ouais, Après, il y en a qui sont pas forcément, qui pensent qu'on peut fonctionner avec une monnaie dette sans qu'il y ait forcément de la croissance infinie. Je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais il y a eu en fait, il y a eu beaucoup de travaux quand même sur cette question du paradoxe des profits chez les économistes, notamment post-keynésiens, qu'on peut prendre en compte. Et après, effectivement, les économistes, bon, il y a cette idée de croissance infinie dans un monde fini qui paraît absurde, mais ce sont des gens qui sont extrêmement optimistes, tellement optimistes dans le fonctionnement des marchés de l'économie, qui sont ouais. persuadés qu'on arrivera toujours à trouver une solution Mhm. pour continuer à croître euh, tout en respectant les équilibres écologiques, quoi. Non, Parce que dès qu'une matière viendra à manquer, son prix augmentera. Dès qu'il y aura trop de choses à recycler, ça deviendra intéressant économiquement, donc on le fera. Et ouais, un optimisme qui paraît incroyable et qui est dangereux dans la mesure où, à force d'être trop optimiste, on va se prendre le mur écologique en... Mais ouais. fondamentalement, ils ont raison. Fondamentalement, ils ont raison. Ce ne sera pas cette semaine, ce sera dans 50 ans, dans un siècle, dans 3 siècles, ça m'étonnerait que ce soit plus que ça. On vivra en totale harmonie avec la nature. Moi, ce que je fais souvent dans les conférences, je raconte une très courte histoire. Imaginez un grenier avec quelques souris dedans. Et les souris, en grattant le plancher, découvrent un sac de grains. Et considérons un grenier hermétiquement fermé, un sac de grains sur lequel c'est écrit pétrole et ressources. Elles font la fête, elles s'amusent, elles se multiplient. Fondamentalement, à un moment donné, la consommation des souris, le nombre de souris va s'équilibrer avec la possibilité du grenier. C'est sûr que si vous examinez le grenier comme 6 mois, 1 an plus tard,
le constat ne sera pas joli. Et à cette vitesse-là, avec ce dogmatisme, cette idéologie-là, si on n'en sort pas très vite, notre planète va ressembler à un grenier de souris. Et les bactéries vont très bien passer au travers, les moustiques probablement aussi. La Terre a rencontré 5 extinctions de masse, plusieurs écrasements d'astéroïdes. Tous ces événements auraient balayé notre espèce en un revers de main et ben, la vie est repartie. Et la vie repartira. C'est pour ça que moi, je suis optimiste. Mais il faudrait que les économistes comprennent que c'est ce qui nous construise. La vie repartira, c'est ça. Quand on dit qu'il faut sauver la planète, c'est pas pour elle, c'est pour nous, parce que la planète, elle continuera à vivre. Donc, si on veut faire la transition écologique, c'est avant tout pour nous humains, pas pour les animaux. Eux, ils vivront très bien sans nous. Ouais. C'est tout ce que je voulais rajouter. Mais merci. Je voulais te poser 2 questions. Il y en a une, à un moment donné, tu as parlé de la quantité de monnaie sur les marchandises produites. Et après, tu as dit que c'était corrélé avec la vitesse de circulation. Alors, pourquoi c'est corrélé avec la vitesse de circulation? Je n'ai pas compris le rapport qu'il y a. Oui, en fait, c'est que dans l'équation qui permet de déterminer le prix des marchandises en fonction de la quantité de monnaie produite, qui est l'équation quantitative de la monnaie, il y a aussi ce terme qui est la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, je l'avais juste évoqué, mais ce n'est pas vraiment très important. C'est de dire que s'il y a 2000 de monnaie dans l'économie et qu'il y a 1000 marchandises produites, alors chaque marchandise vaut 2, parce qu'avec les 2000 de monnaie, je les dépense, je peux acheter 1000, donc chaque marchandise vaut 2. Si maintenant, on suppose que la monnaie circule 2 fois pendant la période, bien on va pouvoir, avec ces 2000 de monnaie, ce n'est pas 2000 qu'on va dépenser, c'est 4000. Donc en fait, le prix des marchandises, il sera plus de 2, il sera de 4. Donc en fait, le prix, d'après cette théorie, c'est le rapport monnaie sur nombre de marchandises fois la vitesse de circulation de la monnaie. Ok. Yes, ouais, d'accord. Ok. Et du coup, je vais me poser une question par rapport à ça. Imaginons qu'on crée un système où le prix des produits est constant. Si on diminue la quantité monétaire accessible, ça veut dire qu'il y aura un moment donné où, en fait, on va faire de la régénération, puisque à prix constant, du coup, on va baisser la capacité d'achat. Et du coup, est-ce que ça, c'est envisageable? Enfin, de réguler par le volume de la monnaie si on a des prix constants. Déjà, fixer des prix constants, il faudrait voir qui décide. En fait, oui. En fait, prix... ce que je veux dire, c'est constant. À un moment donné, comme si on fait une photo, puis on dit, bah, ce prix-là, il est tel quel. Enfin, tu vois, c'est pas un prix qui est fixé, c'est que juste à un moment donné, on prend ce prix-là. Et puis après, dans la continuité, c'est pour faciliter l'analyse. Parce que si tout est fluctuant, après, on ne sait plus. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est à prix constant, si on diminue le volume de la monnaie, quelque part, on va diminuer la dette dans le temps, puisqu'il n'y aura plus besoin d'augmenter la dette si les prix sont constants. Non, mais tu auras toujours la valeur ajoutée. À chaque fois que tu vas faire une transaction, tu vas toujours faire un appel de marge. Vas-y, Philippe. C'est pas concevable en dehors d'une économie dirigée. Donc là, on change complètement de modèle. Hein, parce que là, c'est une théorie que tu poses, mais une théorie qui n'est pas réaliste dans le monde actuel et dans le monde d'une économie libre. Là, on rentre de nouveau dans un modèle d'une économie dirigée où là, tu as des prix imposés, de blocage des prix et régulation de la production, etc. Enfin, là, on n'est plus dans le même, on est dans un autre modèle. Oui. Et après, je ne sais pas si dire que si on fixe les prix, ben, ça évite qu'il y ait plus d'argent créé parce que finalement, on n'a pas besoin de plus de monnaie et donc qu'il y ait moins de dettes. Mais comme la dette, de toute façon, elle est rapportée à la valeur des prix. Une dette nominale comme ça n'a pas de sens si elle n'est pas rapportée au prix. Donc, si on a moins de dettes parce que les prix sont plus faibles ou plus de dettes parce que les prix sont plus élevés, ça ne change pas grand-chose finalement. Je ne sais pas si ça répond un peu aussi à ce que tu disais, ce point-là. Oui, c'était par rapport à la création monétaire endogène. En fait, pour moi, j'avais pris le prédicat que les prix étaient constants parce qu'au moins, ça ne bouge pas. Et après, c'est que le reste, c'est que sur le reste qu'on agit. C'était pour savoir, c'est que si on diminue ce volume, est-ce que ça va faire diminuer les dettes? Oui, d'accord. La question, c'est ça, en fait. Ok. Je trouve ça très intéressant. Après, là, ce que je me dis comme ça, c'est, imaginons, on dit,
on crée la monnaie sur les tonnes d'émissions de CO2 qu'on ne va plus émettre ou qu'on va rattraper grâce aux projets financés. C'est un peu ce que tu proposes, du coup, Jean-Christophe. Par Ouais, exemple, c'est-à-dire qu'en le fait, talent, ça pourrait être la on tonne sait de que, par CO2. exemple, on a besoin de replanter des forêts plutôt que hein. On sait que, par exemple, on doit financer un revenu de base. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sorte de revenu de base, financé aussi par ça, hein, pour les gens, hein. Et en fait, voilà, il y a un contrat, on crée un contrat de permaculture, et celui qui veut devenir permaculteur, eh ben, on lui crée un revenu de base, en fait, et il devient permaculteur, et il contribue, lui, en fait, il aura donc une sorte de travail comme ça, et donc il pourra encore gagner sa vie autrement par le biais de ses ventes, par le biais de ses actions, et en fait, il sera à la fois, il aura un revenu de base en tant que permaculteur, et enfin, c'est un revenu de base, entre guillemets, conditionnel cette fois, à la condition de devenir permaculteur et d'abandonner toute activité, je dirais, extractive, et de travailler pour le bien commun, pour la convivialité, la bienveillance, la réparation, la coopération, la précaution, enfin tout ce qui concerne ces choses-là, quoi. Toutes les choses qui sont réputées habituellement hors marché deviennent d'une certaine manière une nouvelle sorte d'économie, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'économie de la réparation. Oui. Oui. Et après, moi, en fait, mon inquiétude, c'est que il ne faudrait pas qu'on devienne tous plus ou moins salariés de l'État. Il faut quand En même fait, qu'on si reste tu veux, c'est vers pas, cette attention, économie libre et tu deviens pas, décentralisée. c'est Mais pas salarié de l'État. Tu deviendrais, entre oui, guillemets, auto-entrepreneur, et cette Banque mondiale pour le climat te donnerait ton revenu. Ensuite, ce oui. revenu passe par une chambre de compensation dans ta devise nationale. Dans l'exemple que tu viens de prendre, Jean-Christophe, il y a un mélange entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. Que Ouais, justement. une banque Oui, tout à fait. ou qu'un système de financement, on va appuyer sur le monnaie de don, permette à une personne de changer d'activité, par exemple, de se former pour aller vers une activité, par exemple comme la permaculture, qui après tout est un agriculteur, Enfin, au sens large. est un paysan qui va après produire. Après, il retombe dans une activité d'intérêt particulier où il va vivre de son commerce. Donc, on lui permet d'adapter son mode de vie et ses compétences à quelque chose qui va soutenir le vivant sur la planète, très bien, mais c'est uniquement pendant une période d'accompagnement et de formation, puis ensuite, ben, il va retomber, ou on va le replacer dans l'économie de droit privé avec une monnaie telle, etc. Il faut qu'il y a vraiment, faut vraiment, on ne peut pas mélanger les deux comme ça, parce que sinon, on va créer une fausse concurrence quelque part. Enfin, il va y avoir un télescopage qui ne va pas être sain socialement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Ouais. Mais oui, je sais, je suis le rabat-joie. Mais le jour où 30% de la population aura ça dans la tête, je pourrais enfin arrêter de faire le rabat-joie et de parler de choses merveilleuses comme l'élevage de chèvres, la production d'herbes médicinales, etc. Non, mais après, tu peux avoir, t'as un autre phénomène, hein, tu peux faire du malthusianisme. Il suffit que tu baisses la population déjà à moitié, ça va redonner un souffle à l'économie. Ah, oui. On va pouvoir produire, on pourra extraire, on pourra consommer. Le malthusianisme, en tout cas, ça se résume aussi à choisir ou subir. C'est que si on remplace le secteur primaire par un secteur de soins, et l'État, de façon totalement providentielle, rémunère ce secteur parce que, dans la mesure où on arrête d'extraire, on peut, je veux dire, c'est ça l'idée de la dette. C'est je te prête 100 pour que tu me ramènes 120 plus tard, en ayant extrait plus que ce que je t'ai prêté. Voilà. Donc, si on change le secteur primaire, ben, on peut avoir encore des secteurs de transformation, secteurs artisanaux. On peut avoir encore des secteurs de services, comment dire, embaucher quelqu'un qui déneige mon toit, ça va, peut-être pour les Français, vous ne parlez pas, mais ici, c'est un service presque essentiel. Bon, ben, c'est un secteur de service, ça extrait absolument rien. Le gars, il s'accroche et puis il monte sur le toit et puis il enlève la neige sur mon toit. C'est ça, on pourrait garder une structure sociale qui tienne debout. Et ben, dans ces cas-là, on met des prix prohibitifs sur les ressources à stock limité. Bien sûr. On met des prix prohibitifs sur le pétrole, on met des prix prohibitifs sur le lithium. En faisant ça, la voiture électrique va comme choquer, excusez-moi pour les Français, va comme avoir du mal à respirer, elle va freiner d'un coup raide.
Mais si on peut considérer que pour le bien commun, on pourra construire des autobus à lithium, plein de choses. Et on pourra continuer plus ou moins à se déplacer tout en ayant levé le pied sur l'extraction. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et pour cette discussion. Je l'ai trouvée très enrichissante et très intéressante. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Vraiment, merci à tous. J'ai juste une question de compréhension. Tu as parlé tout à l'heure de modèle ISLM. C'est quoi le modèle ISLM? Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on présente en économie comme le modèle un peu standard, keynésien standard, mais c'est keynésien dans le sens la théorie keynésienne qui a été rattrapée par la théorie standard. Ouais. Donc, IS, c'est deux courbes dans un graphique. La courbe IS, c'est la rencontre entre l'épargne et l'investissement, et la courbe LM, c'est la rencontre entre l'offre et la demande de monnaie. Donc en fait, on a une courbe de la production d'un côté et une courbe de la monnaie de l'autre. La banque centrale, elle agit sur la courbe de la monnaie et l'État sur la courbe de la production. Et si l'État agit sur la courbe de la production, ça la fait se déplacer et on constate une hausse des taux d'intérêt qui va évincer les investissements privés. C'est Alfred Marshall ou Irving Fisher, je ne sais plus. Pardon? C'est Alfred Marshall ou Irving Fisher, ça... C'est X, John X. John X. Okay. Ouais. Fisher, c'est autre chose, et Marshall, c'est les courbes d'offre et de demande, mais ce n'est pas ISLM, c'est autre chose. D'accord. Merci dans tous les cas, Edouard, que tu as rendu très, très clair quelque chose qui n'est pas forcément évident de parler de monnaie endogène ou exogène. C'est pourtant essentiel. Merci pour cette éclairage. Merci. Moi, je pense que c'est essentiel de comprendre ça, même au niveau citoyen, parce qu'en fin de compte, c'est souvent obscur, c'est souvent abscon, c'est souvent abstrait. Les gens ne veulent pas mettre le nez là-dedans, et pourtant, c'est là qu'il se trouve le problème, en fait, et la base de tout. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Edouard. Il n'y a plus de questions. Et un grand bravo. Merci beaucoup, Edouard. Ça a été passionnant. Merci.